Salut tout le monde, Chainsaw Man, le manga monstrueux de Tatsuki Fujimoto, est notamment reconnu pour ses dessins et son découpage spectaculaire. On va voir ici en détail la manière dont il met en scène le surnaturel, à travers l'idée de débordement de cases, de hors-champ et d'une remise au contexte de la page de BD. On regardera ensuite un exemple concret de son utilisation de tout ça, par le passage se déroulant en enfer et dans lequel il va chercher à désorienter son lecteur. Une fois cela fait, pour la conclusion, on pourra se demander si oui ou non Fujimoto est un auteur méta dans son utilisation des codes de la BD. Merci et bonne vidéo à vous. Le débordement de cases est une de ses mises en scène les plus voyantes, tellement voyante et explicite qu'elle se passerait peut-être même de mots. Mais voyons quand même s'il y a moyen de décortiquer cela pour en tirer des réflexions intéressantes, en plus de notre ressenti instinctif. Déjà, pour renforcer la personnalité de cette mise en scène, les bras et les mains sont extrêmement présents dans ce manga. Ils y sont régulièrement mis en avant pour diverses raisons, et ont donc une valeur particulière, et notamment car ils servent d'outils d'invocation et de relais à la présence démoniaque. Un relais à la fois dans le récit en soi et dans la mise en scène de Fujimoto. Les bras et les mains vont donc être régulièrement valorisés par des débordements en tout genre, et les accompagner dans leurs propos de représentation du surnaturel. Mais pour commencer, regardons déjà de quelle manière est-ce que l'on peut retrouver ce principe de débordement dans des exemples plus discrets et plus courants. Il peut servir à mettre un dessin plus en valeur que ne le font les autres cases de la page, à représenter un personnage qui avance et progresse dans l'espace d'un lieu, ou encore à renforcer le lien entre deux éléments qui ne sont pas au sein d'une même case. Sinon, plus basiquement, cela apporte de la variété graphique à une page, comme peut aussi le faire l'absence de contours de cases à un endroit de la page. C'est donc une utilisation de l'espace de la page et de ses structures qui peut permettre de renforcer la création de sens dans les images. On peut y apporter pas mal de variantes, et par exemple, l'image peut multiplier le débordement sur plusieurs structures en même temps, comme par exemple passer à la fois par une case, une marge, et le bord de la page. Cette multiplication de débordements vient encore davantage marquer la liaison et le passage entre plusieurs espaces distincts. C'est déjà plus rare, et pour les BD qui utilisent ça de manière récurrente, hormis Chainsaw Man, j'ai trouvé pas mal de ce type de mise en scène dans Invincible, qui, de manière générale, utilise particulièrement bien les débordements, comme le montre cette superbe case. J'ai aussi retrouvé ça dans plusieurs Spider-Man, qui semble être une signature assez courante chez ce personnage, et qui vient marquer son habilité surhumaine. Fujimoto utilise lui aussi le débordement dans toutes ses différentes configurations, et donc même de manière assez classique. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est quand il le fait de manière plus personnelle, pour transformer l'espace d'une BD en lui conférant une nature démoniaque. L'espace qui sert de base à la BD est le blanc du papier, qui par défaut est souvent perçu comme neutre et en retrait. Le dessin qui déborde va souvent l'utiliser pour marquer sa traversée, ce qui peut dans le même temps revaloriser cet espace. Dans Chainsaw Man, cet espace perçu comme vide va prendre le statut de dimension magique. Il y a plusieurs moyens de rendre plus actif le blanc de la page. De base, le blanc de la page connaît déjà différents états et rôles, comme celui de la marge ou de la gouttière. On peut casser la routine de ces éléments, par exemple en grossissant une gouttière pour indiquer une plus grande transition temporelle et ou de lieu. On peut aussi cerner le fond blanc par une case, ce qui lui confère davantage un statut de dessin. D'ailleurs, dans les BD sans couleur, le blanc s'immisce déjà très souvent au sein des compositions. Mais un moyen puissant de le rappeler à notre regard est de changer son contexte. Par exemple, en le faisant participer à l'ambiance d'un espace enneigé, en lui donnant un rôle de purgatoire où un personnage va errer, ou encore en le transformant en un espace baigné de lumière ou de musique, qui est une mise en scène importante dans le manga Au fil de l'eau, dont la narration passe beaucoup par la valorisation des espaces vides. Dans Chainsaw Man, comme le surnaturel est omniprésent dans le récit, et comme le blanc de la page est explicitement utilisé à cet escient et de manière répétée, il devient une potentielle ouverture constante vers cette autre dimension. Le monde des humains et celui des démons sont profondément mélangés, et le surnaturel peut surgir à tout moment. Cette remise en contexte permet à Fujimoto d'utiliser une mise en scène visuellement très similaire à celle d'autres BD, mais en lui conférant en plus une autre dimension. Par exemple, l'invocation magique d'un loup ou d'un renard par ce geste de la main est une idée que l'on retrouve à la fois dans Jujutsu Kaisen et dans Chainsaw Man. Cependant, dans ce dernier, la symbolique portée par le débordement et le blanc de la page renforce encore le propos et donc la force de ce geste. Autre exemple où ici, on a un personnage qui déboule brutalement et dont l'action est valorisée par la répartition spatiale. Dans Chainsaw Man, il y a tout ça, mais en plus, la nature démoniaque du personnage vient partager à l'espace de la page et ses structures sa dimension surnaturelle. Les mises en scène et les situations sont très proches, mais le contexte n'est pas le même, ce qui change largement la donne. Cette mise en valeur de l'interaction intime qui existe dans toutes les BD entre les personnages et l'environnement de la page nous amène à une particularité de la BD pour ce qui est de ses éléments extra-diégétiques. Petit résumé rapide. Intra-diégétique, c'est quand c'est interne au récit, donc les personnages, ce qu'ils font, le décor, etc. Extra-diégétique, c'est quand c'est externe au récit, les bords noirs du film, le nom de l'acteur qui s'affiche pendant le générique, etc. L'exemple typique est la musique dans les films. Quand ça vient d'une radio, c'est un son intra-diégétique. Quand c'est une musique que les personnages ne peuvent pas entendre comme la BO du film, c'est un son extra-diégétique. C'est un exemple qui a ses limites, comme lors des moments de comédie musicale, mais de toute façon, en art, il faut accepter
que toutes les règles sont des spectres aux frontières floues. Dans une BD, les éléments extradigétiques sont très voyants. La marge, les cases et leurs contours, ou encore le livre aux pages tournantes ou le téléphone que l'on scrolle qui ont une présence physique tangible et active dans nos mains. Ces éléments, bien que souvent en retrait dans notre perception, participent activement à la narration et ils sont très mélangés au récit en cours. Il y a une idée d'aller-retour constant dans la création de sens entre les éléments dessinés et l'architecture de la page. Cela peut pousser naturellement les auteurs et autrices à faire que leurs personnages utilisent cette architecture externe de manière explicite, même sans jamais rentrer dans un discours méta. Un bord de case peut devenir un sol, un mur ou un plafond, le fond blanc peut s'immiscer dans les cases et participer à l'ambiance et l'intimité d'une scène, le format de la case peut sans cesse s'adapter à la scène en cours, l'action de tourner une page peut accompagner l'action du personnage qui ouvre une porte et nous fait entrer en même temps que lui dans un nouvel environnement, etc. Dans les BD, il y a donc une tension constante et voyante dans la frontière floue entre code extérieur et éléments de la fiction concret, tous posés à un même niveau via du dessin posé sur une surface plate et en 2D. Par exemple, une bulle de dialogue a une présence visuelle forte et un personnage va pouvoir la ressentir, mais pour autant, on garde la grande majorité du temps l'implicite que la bulle n'a pas la même présence physique qu'un décor, aussi manifeste soit-elle. Du coup, dans Chainsaw Man, dans ces moments de débordement, on ne sait pas ce que les humains perçoivent, ce qui fait qu'on a à la fois une représentation très explicite et graphique de l'intervention du surnaturel, tout en gardant un flou très puissant sur la perception réelle qu'en ont les humains, dont les sens sont dépassés. Un flou qui est donc amené très facilement car il est entretenu dans presque toutes les BD. Un personnage vit dans des cases aux yeux de tous, et même quand il interagit explicitement avec, c'est maintenu sous silence. De manière plus générale, dans ce manga, l'utilisation voyante des codes de la BD tend à nous rappeler leur présence, mais Fujimoto va en plus appuyer sur l'existence des cases, des gouttières et des marges en leur donnant un aspect assez actif via le dessin au sein des cases pour les suggérer même au sein de la fiction. Par exemple, il y a cette mise en scène d'utiliser une porte comme une gouttière de séparation, et donc de mélanger le visuel et le rôle d'un élément intradigétique à un code habituellement extradigétique. Et même plus généralement, une ligne opaque qui traverse une case peut avoir une dimension voire un rôle de gouttière dans une BD, un médium qui va naturellement singulariser ce genre de composition. Avoir un élément quadrillé dans un décor n'est pas la même chose s'il se trouve dans une BD ou dans un film. Et dans ce jeu avec les codes, on peut aussi voir une sorte d'autoparodie dans cette page où la main est mise en scène de manière bizarre, mais pour représenter une action pourtant très terre à terre. On peut trouver que cette insistance se fait parfois de manière qui semble un peu gratuite. Cependant, je trouve que ces visuels ont pour rôle de nous garder attentifs sur les espaces de la page, à ne pas les mettre trop de côté dans notre tête, même quand il n'y a pas une mise en scène aussi voyante que peut l'être certains de ces débordements. Donc nous maintenir attentifs aux structures pour toujours suggérer la constante présente sous-jacente du surnaturel et sa potentielle arrivée concrète qui peut survenir à tout moment. On a pu voir ici que la BD est un médium très puissant pour raconter un monde situé entre le visible et l'invisible. Le flou des perceptions maintenu dans ce manga est aussi beaucoup entretenu par l'utilisation du hors-champ, élément très important et très utilisé par Fujimoto. Déjà, notons qu'il peut être mis en valeur par cette très belle maîtrise du cadrage et du plan bien composé. En soi, le hors-champ est une norme souvent discrète dans une BD, car de base, chaque case de BD est un cadrage qui va venir couper une partie de notre vision. Dans Chainsaw Man, le hors-champ est singularisé car il peut, en adéquation avec l'architecture de la page, devenir une zone surnaturelle qui va nous pousser à davantage conscientiser l'existence de ce qui n'est pas visible et situé hors du cadre. Du coup, ça lui offre un point commun avec les structures de la page dont on a déjà parlé juste avant. Et d'ailleurs, le blanc de la page peut bien sûr faire partie de ce hors-champ, mais on peut aller un peu plus loin que ça dans l'analyse. En tout, je pense pouvoir compter 3 types de hors-champ différents et qui sont notamment utilisés dans ce propos de double monde. Il y a l'élément qui vient depuis le bord de la page, depuis l'extérieur de la BD en soi, et donc d'une zone qui dépasse celle de la réalité physique et atteignable des personnages. On pourrait même par exemple imaginer un hors-champ inversé. Un personnage étire son bras vers l'extérieur de la page pour ramener un objet venu du monde des démons. Ensuite, il y a le cas le plus classique dans les BD, le hors-champ coupé net par la case. Dans les cas de représentation du surnaturel, la case devient un portail qui peut s'ouvrir vers un autre monde dont le cadrage étroit nous empêche de bien nous rendre compte de la globalité de l'action, que l'on pourrait alors trop rationaliser. Cette idée de portail est encore plus vraie quand l'élément magique ouvre le bord de la case et crée une ouverture. Et enfin, il y a le hors-champ qui se passe au sein de la page, mais qui déborde de la coupure de la gouttière. C'est un hors-champ assez spécial, permis par le principe de cases juxtaposées. Le hors-champ est ici montré de manière visible, car l'élément qui dépasse sur la case voisine nous met dans une situation où on ne sait pas ce que le personnage perçoit réellement, si ce qu'il y a au dehors de sa case est un hors-champ complet pour lui. Ce n'est plus de la représentation purement symbolique que peut permettre l'agencement des cases. La mise en scène entre ces deux exemples est d'apparence la même, mais dans Chainsaw Man, on y ajoute en plus l'idée de cases panoramiques, donc d'un groupe de cases dans
lesquels les images se prolongent, mais qui ici s'affranchissent de l'espace réel par une logique magique. Fujimoto insiste d'ailleurs sur l'idée d'un faux panoramique et de faux raccords, en coupant dans le cadre la main du personnage en arrière-plan, qui fait pourtant exactement la même action. Grâce à cette idée de hors-champ couplée à la traversée de dimensions, certains dessins prennent encore une autre saveur dans ce manga, qui de manière moins voyante évoque eux aussi cette idée. Comme par exemple lorsque Bim sort d'un mur, lorsque Aki plonge sa tête dans un démon sans que l'on voit son point de vue, ou encore le dessin d'une main coupée qui finit par un cadrage suggérant un hors-champ, alors qu'on sait qu'il n'y a plus rien ensuite. Le hors-champ permet donc aussi à Fujimoto de valoriser autrement une mise en scène en apparence simple. Par exemple ici, même si on sait que Denji tire le cordon relié à sa poitrine et son cœur pour enclencher sa transformation, le simple fait de ne montrer que la main qui tire implique mieux l'origine surnaturelle de cette action. De par le statut particulier de la main en gros plan dans ce manga, couplé au hors-champ et parfois aussi au débordement, on a ici la suggestion de l'inaccessible et du monde invisible. Et pourtant, Denji qui tire son cordon de tronçonneuse est une action physique que l'on connaît, que l'on sait rattacher facilement dans notre expérience de la réalité, et aussi dans ce manga, qu'il est facile de se représenter mentalement. Mais au sein de Chainsaw Man, la mise en image symbolique de ce moment nous pousse à la charger de sens et de propos qui dépassent cette simple action en soi. Par ce cadrage et ce contexte, elle devient une invocation magique. Ce qui est amusant, c'est que Goscinny et Maurice, lors de la longue évolution de la mise en scène du tir de Lucky Luke, en étaient arrivés aussi en partie à cette idée. Le tireur plus rapide que son ombre a un pouvoir surnaturel, et dans les BD, la représentation de la vitesse étant en partie sujette à la subjectivité, à partir du tome 11, on va très souvent suggérer l'action du héros depuis un hors-champ pour le placer en dehors des possibilités physiques, de la compréhension humaine et du représentable. Dans Chainsaw Man, comme dans Lucky Luke, on a donc ici une action que l'on pense pouvoir imaginer, mais qui est mise en scène comme étant en dehors du rationnel et des limites de notre cerveau, et qui est du coup nimbée de mystère. On peut voir que les auteurs Erok, Sti et Liturgie ont eux aussi utilisé plus légèrement cette idée dans la BD Les Profs, où le running gag de Boulard qui reçoit un jet de craie sur la tête par sa prof d'anglais est ici réalisé depuis un écran, ce qui est bien sûr absurde et impossible. Du coup, le bord de la case se mélange avec la verticalité de l'écran montré de profil sur la case précédente, et l'action est elle aussi ici montrée depuis un point hors de nos perceptions. De la création de sens de ces actions surnaturelles, l'instantanéité de l'image fixe qui compose les BD a elle aussi un rôle très actif. On va voir ça rapidement ici. Dans les BD, pour construire le sens du récit, on s'appuie beaucoup sur les jeux de comparaison entre les images. Par des vis-à-vis montrant des moments clés, on va comprendre le déroulé d'une action de manière fluide, alors que celle-ci n'est montrée que par bouts fragmentés. Pas besoin pour cela de devoir reconstituer mentalement les bouts manquants. Ce sont les images bien choisies par l'auteur et placées de manière distincte qui prennent en charge l'implicite de la totalité de l'action. Ces liens peuvent se faire de manière linéaire dans l'ordre direct de lecture, mais aussi de manière non linéaire à plus grande distance. Encore un autre moyen de créer des symboliques par l'utilisation de l'espace de la page. Dans le processus de narration d'une BD, il y a une idée de soudaineté, car chaque nouvelle image est présentée d'un coup, auquel on ajoute la logique narrative et le flux de la lecture pour y inscrire davantage une idée d'écoulement progressif. Dans Chainsaw Man, tout cela aide aussi à créer ce flou de réalité dans les apparitions. Ces débordements qui indiquent que le surnaturel ne viennent pas progressivement, ils sont là, soudainement, dans la case comme un état de fait. Si on s'y arrête pour réfléchir, on peut éventuellement consciemment reconstituer dans notre tête les étapes d'un mouvement progressif, mais la majorité du temps, le flux de lecture nous permet de suppléer à cet acte conscient et on reste plutôt dans un flou bien pratique qui permet de montrer un élément à la fois instantané et à la fois progressif, sans que cette tension entre deux éléments opposés n'ait besoin d'être tranchée. Un paradoxe temporel qui tire sa force du fait qu'il n'a pas à être résolu, une sorte de chat de Schrödinger fonctionnel. L'aspect de la BD de sauter de moment clé à moment clé est très pratique pour amener une dimension surnaturelle à l'espace, au mouvement et au temps. Maintenant que tout cela est installé, on va s'attarder sur quelques exemples concrets. On peut déjà voir la manière dont sa mise en scène signature est amenée progressivement dans le premier tome. C'est une approche que j'ai largement abordée dans une autre vidéo, via le manga Spy X Family et de l'idée de tutoriel de la BD. Tout d'abord, sur la seconde page du manga, il y a cette case qui semble banale et qui ne laisse pas encore penser sa réelle implication, et que l'on comprend alors à rebours ou lors d'une relecture. Ensuite, lors du pacte entre Pochita et Denji, la symbolique du bras venant d'un hors-champ continue d'être doucement renforcée. C'est seulement après qu'ils aient été massacrés que la mise en scène devient un peu plus explicitement surnaturelle, car le sang les reliant se superpose sur le strip vertical et donc l'espace extradiégétique. Et grâce à cette segmentation en 3 parties, le sang vient donc d'un hors-champ du point de vue de Pochita. Cependant, ici, on a quand même un panorama logique. Le sang, les images internes et l'onomatopée se prolongent directement à travers les cases. Ensuite, le surnaturel se renforce encore, car on revient sur un strip vertical en 3 cases, avec le fil de sang superposé, qui opère donc un lien fort avec la mise en scène précédente pour marquer son évolution. Car ici, la différence
différence est qu'on s'affranchit du panorama, et Fujimoto a bien marqué le manque de liaison entre chaque fond de case. On voit ainsi qu'à présent, le lien se fait au-delà de la logique physique, et utilise l'espace de la BD pour créer un environnement où peut s'opérer la magie. Magie qui reliera ensuite sur la case de gauche à la fois le bras et les cases en un seul morceau uni. Et bien sûr, le choix du bras comme démonstration de l'arrivée du pouvoir n'est pas innocent. Plus loin, Denji enclenche pour la première fois sa transformation, et son bras qui tire la languette est dessiné de telle manière qu'il paraît en partie indépendant du reste de son corps. Le bras est tout blanc là où Denji est grisé, et le bras assez horizontal est coupé dans le bord gauche de la case pour lui donner le lien avec la mise en scène venant depuis un hors-champ. On retrouvera un peu cette idée également avec la chauve-souris. Son premier coup de tronçonneuse émerge depuis la masse de zombies, et donc toujours depuis un point de vue caché, ce qui crée aussi un effet d'attente et de surprise. Ensuite, on tourne la page, et Denji émerge sur la droite dans une image presque pleine page, avec un bout de tronçonneuse qui commence à dépasser de la case, ce qui permet d'opérer un lien avec la double page suivante, où il tranche le démon zombie en faisant traverser son bras d'une page à l'autre, ce qui est encore une autre utilisation de l'espace qu'offre la BD et de la traversée de deux espaces distincts, en l'occurrence ici le pli physique du livre, qui donne aussi une sorte de mise en scène de hors-champ à la tronçonneuse. Même si entre les deux grandes représentations de Denji, il y a une page où il fait évoluer son mouvement, on voit que les emplacements communs de Denji sur les deux doubles pages opèrent un lien narratif fort. Sur la première, il commence à dépasser, et sur la seconde double page, il occupe finalement l'espace entier. D'ailleurs, là où Denji semble suivre une idée de panorama étalée sur les deux pages avec le prolongement direct de son bras et n'avoir donc qu'une seule temporalité disposée en deux fois, la tête du démon est quant à elle représentée deux fois de manière très distincte dans deux espaces différents. On a encore une fois deux temporalités qui semblent se mélanger étrangement. La tronçonneuse traverse d'abord l'œil et la tête de l'ennemi, et ensuite, ce dernier se relève pour s'en détacher en laissant une coulée de sang qui indique son mouvement. Une attaque surnaturelle pour tuer un être surnaturel, dont la mise en page accentue aussi l'idée de bordel et de carnage. À la fin du premier tome, on atteindra finalement cette page dont j'ai déjà parlé avant, et qui, sans forcément s'en donner l'air, montre une certaine apogée de la mise en scène de transformation, un vis-à-vis entre deux mains venant depuis un hors-champ qui, malgré leur différence de taille, peut représenter un combat d'égal à égal démoniaque. Prenons un second exemple un peu plus complexe tiré du tome 8. Dans le chapitre 63, pour envoyer ses ennemis en enfer, cet assassin, qui est connu sous le nom du Père Noël, offre au démon enfer le cœur de son vieux pantin, ainsi que 3 enfants. Les 4 cases identiques où se trouvent les enfants peuvent représenter un même moment montré sur 4 personnages différents, ou bien représenter un temps qui s'écoule. La BD permet de garder ces données dans l'ambiguïté sans que cela ne nous dérange et que l'on doive se poser de questions à son sujet. Par contre, comme la majorité du temps, un écoulement de cases est égal à un écoulement de temps, on a tendance à retransposer cette idée, même quand elle n'est pas imposée. Par contre, l'agencement et la taille des cases ainsi que le manque de bulles et de lignes de mouvement contribuent à cette idée de temps non déterminé et souple dans son interprétation. Ensuite, on a une belle utilisation de la répétition d'une même image qui, dans la BD, est souvent également une répétition de la case où elle se situe. C'est une mise en scène qui peut être issue d'une contrainte d'auteur pressé sous le temps et le travail et qui font donc une sorte de recyclage de leur case, mais qui peut aussi être réappropriée et volontairement exploitée pour valoriser sa mise en scène, comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur Invincible. La répétition d'images est également une mise en scène qui revient plusieurs fois dans Chainsaw Man et de manière très chouette. Ici, on a une immobilité disposée en 2 temps qui rend l'apparition du doigt du démon encore plus dérangeante. Ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que le temps était déjà figé sur la première case, ou bien ne l'est-il qu'à partir de la deuxième? Mais est-ce que le temps est réellement figé, ou bien est-ce que c'est juste de l'intervention démoniaque qui dépasse les lois physiques et temporelles de notre monde? Perso, après avoir vu cette image, j'ai de nouveau regardé les 4 cases précédentes pour vérifier si la représentation physique des enfants était déjà la même, ce qui n'est pas le cas. Le temps s'est donc écoulé quand on est passé à la page de gauche, et pourtant, ils y étaient déjà représentés sans ligne de mouvement ni bulle de dialogue, alors que très clairement, ils bougent et parlent. La rupture entre ces deux passages n'est pas suffisamment nette pour que je puisse bien trancher si l'influence de distorsion de l'espace-temps du démon était déjà présente ou non sur la page de droite. Il y a à peine quelques instants, je n'avais même pas eu à me poser de questions sur ces 4 cases, et à présent, leur ambiguïté me gêne. Et puis, les 3 enfants semblent effacés sous le doigt. Vont-ils disparaître entièrement ou bien juste leur tête? Et quel est le geste exact de ce doigt? Est-ce qu'il va les téléporter, les écraser sous lui sur place, ou encore les tracter vers l'extérieur de la page? Est-ce que l'enfant restant perçoit l'horrible doigt, ce qui l'affiche de peur, ou bien ses amis vont-ils juste disparaître sans qu'elle ne comprenne rien à la situation? Tout cela est laissé dans le mystère, ce ne sera pas expliqué, le lecteur restera dans l'angoisse de l'incertitude. Incertitude dont on a pourtant largement l'habitude dans les BD. Beaucoup de sons sont présents sans être représentés, le temps qui s'écoule est rarement parfaitement défini, les mouvements sont avant tout suggérés, etc. Une souplesse d'esprit qui, ici, plutôt que de nous libérer d'une charge mentale, vient au contraire nous déranger. Et comme j'en ai déjà parlé, l'aspect soudain d'une case de BD confère à ce doigt à la fois une idée de brusque apparition, mais dont on peut aussi imaginer qu'il est arrivé progressivement depuis la droite, là où il a laissé le bord de la case ouverte vers le blanc de la marge et depuis le pli de la page, qui sont devenus des espaces surnaturels. Les deux théories paradoxales cohabitent, et quoi qu'il en soit, tout sonne ici comme une horrible intrusion face à laquelle on est impuissant. Dans l'idée de cette intervention du surnaturel à la fois impactante mais qui est ambiguë dans sa perception, sur la double page suivante, les personnages de l'immeuble sont
entouré des ténèbres enclenchées juste avant par le sacrifice du vieux et des enfants. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'auteur a fait une nette séparation entre les deux pages en vis-à-vis. L'intérieur de l'immeuble pris dans la malédiction et le point de vue des personnages en extérieur. Ils ne sont déjà plus dans le même monde et donc plus dans la même page. Pour aller dans ce sens, sur la page de gauche, c'est intéressant de noter que Fujimoto a montré ses personnages regarder vers le ciel et donc vers l'immense main qui vient juste après, mais en prenant soin de ne pas pour autant montrer ses persos et la main géante dans la même page, ne serait-ce que par son ombre. On reste dans cette idée d'utiliser l'espace de la BD pour maintenir une ambiguïté sur la perception réelle qu'ont les personnages sur le surnaturel. On ne sait pas ce qu'ils voient, la double page de la main à 6 doigts ne montrant aucune personne vivante et donc aucun témoin. Dans le manga Flow de Yuki Urushibara, le temps d'un chapitre, il y a une mise en scène dont la philosophie est très proche de celle de Chainsaw Man. Les personnages sont confrontés à un phénomène surnaturel qui arrondit tous les angles d'un quartier. Cet arrondissement se fait aussi bien dans le décor en soi que sur les coins des cases. On est aussi ici, même si c'est plus sobrement et moins insistant, dans cette idée que le surnaturel va être bien valorisé en le faisant s'exprimer par une structure extérieure de la BD, qui impacte notre ressenti, que l'on va projeter sur le ressenti des personnages. Pour finir cette vidéo, on va voir la manière dont l'auteur va pousser à bloc tous les mécanismes que l'on a pu voir, dont la désorientation, en jouant avec nos habitudes de lecteur de BD. On continue donc la scène que l'on vient d'analyser, qui nous plonge directement en enfer. La perte de contrôle est une angoisse très présente dans Chainsaw Man. Se faire surplomber par ses déterminismes, se faire dominer par des forces supérieures, tout cela est représenté de diverses manières dans ce manga. Et notamment à travers l'idée de démons et de patrons tellement puissants et intouchables qu'on en vient à se demander si feigner l'ignorance et se laisser prendre le contrôle en devenant leur gentil toutou n'est pas la meilleure issue possible. Quel que soit notre choix, celui du rat des villes ou du rat des champs, il y a toujours un prix à payer, un contrat et des dettes auxquelles on soumet notre corps et notre force de travail. Cet antagonisme peut donc logiquement s'incarner via un père abusif ou encore un patron démon de la domination travaillant sous la protection du gouvernement qui porte un uniforme et une cravate et qui a des airs séducteurs et faussement candides, ou encore par une force écrasante aux règles compliquées qui ne peut être déstabilisée que d'une seule manière, par la marginalité incontrôlable. On l'a déjà vu pendant cette vidéo, le thème d'une force invisible qui vient prendre le contrôle de notre vie est très mis en avant par les mises en scène de débordement et de hors-champ. Mais en enfer, la perte de contrôle se fera plus que jamais ressentir, et cela va passer par la nature de cette dimension parallèle, par le démon ténèbres et aussi encore une fois, par le découpage de Fujimoto. Tout cela va pousser le lecteur vers un sentiment de désorientation. On est face au démon des peurs primaires, face auxquelles tout le monde perd ses moyens. D'ailleurs, le youtubeur Quakiko, que vous connaissez sûrement, a ressenti le besoin de faire une vidéo dont la moitié sert à expliquer et remettre en ordre l'arc qui contient ce passage. Car même d'un simple point de vue de l'histoire, cette partie peut déjà être dure à suivre, même en ayant été attentif pendant notre lecture. Je vous conseille cette vidéo qui m'a rendu les choses plus claires, et aussi pour son interprétation de la symbolique de la fameuse image des astronautes que j'ai adoré. Bref, tout cela fait que la première fois que l'on lit ce passage, je ne pense pas qu'il soit possible d'être complètement à l'aise et dans une lecture totalement cohérente et rationnelle. On a vu que l'altération de la réalité était déjà très forte avec les deux images pleine page de la main qui chope l'immeuble pour relever les personnages. Ensuite, l'arrivée en enfer est donc logiquement marquée par une accentuation de cette mise en page. Une spread page qui montre que l'environnement complet a été radicalement changé. Le monde des humains a disparu, il ne reste que celui des démons où ils règnent en maître. Contrairement à la double page précédente qui possédait pourtant de grandes illustrations, sur cette double page, il n'y a plus de gouttière ou de marge. Et le ciel fragmenté aux portes peut représenter des cases organiques, un trait digétique, une matérialisation des ouvertures potentielles vers d'autres mondes. Une menace lourde sur la tête de ces personnages qui est une incarnation concrète du danger dans lequel ils vivent au quotidien. Ce contexte va permettre entre autres de donner au démon ténèbres une mise en scène de son bras plus sobre, qui ne s'immisce pas depuis le dehors de la page ou de la gouttière, mais qui vient juste depuis un trait classique hors champ de la case. Il est chez lui, il n'a pas besoin de traverser une dimension pour intervenir. Et puis, au contraire, à la fin de ce chapitre, quand le bras du démon enfer est montré apportant un bout de chair à une humaine qui se trouve dans notre monde, la case est percée car on est de nouveau dans cette idée d'intrusion. Deux propos différents illustrés par deux mises en scène différentes qui se jouent vraiment à très peu de choses. Mais surtout, ce contexte des enfers va permettre à Fujimoto de justifier une mise en scène s'affranchissant encore davantage des règles en poussant sa narration encore plus vers le surréalisme et l'absurde. Par exemple, en utilisant les bras arrachés pour en faire des contours et gouttières de séparation, en utilisant des cases d'un dessin de grenouille dont on ne sait pas en comprendre ni le sens ni son emplacement dans le lieu et l'action, ou encore en montrant le démon enfer opérer une téléportation en utilisant ses doigts pour marquer une transition de lieu, comme on le fait classiquement dans d'autres BD par une division progressive d'une case, ou aussi plus rarement et surtout plus discrètement qu'ici, en utilisant un élément de décor pouvant rappeler cette division.
Plus que jamais ici, en enfer, ce n'est plus juste l'espace symbolique de la page qui est utilisé pour apporter du surnaturel dans la mise en scène, c'est l'espace de la fiction où évoluent les personnages qui est devenu un espace où la symbolique s'est matérialisée. Dans Chainsaw Man, un démon existe et est nourri par les peurs des humains, et c'est donc logique qu'un symbole soit pour lui une force concrète et un prolongement de son corps. En fait, c'est assez logique de voir tout cela ici si on comprend l'utilisation que Fujimoto fait des codes de la BD depuis le début de ce manga, soit une représentation du surnaturel. Cette mise en page reste néanmoins surprenante et peut déjà désorienter le lecteur, qui va encore plus se demander ce que perçoivent réellement les personnages qui la subissent, et l'incertitude de ce questionnement est encore plus mis à l'épreuve. Par exemple, dans cette page de My Hero Academia, il y a aussi l'utilisation de la main pour délimiter des cases. Mais ici, c'est davantage une idée symbolique d'un personnage dominateur qui est en position de force et de rapidité. Dans Chainsaw Man, la différence est que la gestion symbolique de l'espace de la page est en plus matérialisée et justifiée dans l'espace intradiégétique. Les personnages sont conditionnés et sont soumis par des structures qu'ils ne maîtrisent pas, et qui ici s'incarnent non pas par un uniforme ou un building symétrique aux angles bien droits, mais par une structure organique qu'on ne peut pas rationaliser. Pour aller plus loin dans l'analyse, je vais à présent essayer de parler de l'idée de perturbation du processus de lecture, qui est une mécanique parfois utilisée dans les BD, souvent dans le but de représenter un personnage désorienté. On va commencer par l'arrivée du démon ténèbres qui se forme progressivement. Il y a d'abord la forme noire qui s'écrase à plat comme un liquide épais. On peut noter que même s'il s'écrase sur le sol, grâce à la mise en page, il reste comme montré au-dessus des personnages, pour prolonger l'idée de la menace incarnée par les portes en hauteur en position de domination. Et ensuite, sur la page d'à côté, le démon est représenté comme une longue silhouette ombrée en petit hachuré. Pour moi, il y a quelque chose d'étrange dans la transition entre ces deux représentations. Il y aurait eu divers moyens de rendre ces transformations plus douces et plus progressives, comme on peut le voir dans de nombreuses BD, mais ça n'a pas été le choix de l'auteur. De plus, dans cette page de gauche, cela ne m'étonnerait pas non plus que certains lecteurs aient cru que l'astronaute en fin de page soit un plan plus rapproché de cette ombre, vu qu'on opère facilement ce genre de lien d'image à image dans les BD, et peut-être d'autant plus dans une page presque muette où on n'a que sur les dessins sur lesquels se concentrer. On arrive progressivement à cette idée que Fujimoto va chercher à nous désorienter en jouant sur nos acquis de lecteur bien conditionné. Cela deviendra plus flagrant un peu plus loin. Sur la page suivante, on a la scène satanique des astronautes. Une chose étonnante avec cette superbe page est de nouveau sa soudaineté, son manque de transition. On était certes en partie préparé grâce à la case de l'astronaute juste avant, même si elle pouvait déjà prêter à confusion, et le fait de tourner la page aide à opérer une transition, mais ces astronautes qui prient semblent tout de même être sortis de nulle part. On ne les a pas vus émerger progressivement du sol si c'est de là d'où ils viennent, et sur le coup, on a du mal à comprendre le pourquoi de cette image. Même chose pour la grenouille sur la gauche, qui est entourée des ténèbres et dont le croassement, seul texte de la double page et donc d'indication temporelle claire qui est ici isolée, semble déclencher le moment de l'ombre qui se propage sur la case du dessous. Sur cet enchaînement de cases muettes sans ligne de mouvement et peut-être encore plus fortement sur ce duo de cases jumelles, on revient à l'ambiguïté qui mélange action en cours et fixité des personnages, déjà vu auparavant. Sur la double page suivante et encore après, on continue avec la soudaineté de l'image et l'absence de lignes de mouvement qui sont importants pour entretenir la confusion. Les actions se téléportent de moment figé à moment figé. On a du mal à reconstruire une idée de continuité temporelle entre les cases, alors que d'habitude, on le fait sans même y penser dans le flux de la lecture. Le démon a donc soudainement retiré les bras de ses victimes et semble s'être téléporté au milieu d'eux. Avec ses bras et son propre corps, si on le remarque, il écrit le nom de Makima, ce qui est encore une autre manière d'incarner et rendre organique, mystique et occulte un code graphique courant de la BD, qui en plus ici a un aspect en 3 dimensions, mais qui est pourtant présenté bien face à nous, de telle manière que depuis notre point de vue de lecteur, on puisse le lire. C'est une mise en scène d'écriture qui n'a de sens que s'il a un spectateur bien positionné par rapport à lui. Et ce temps d'observation que l'on peut prendre à déchiffrer chaque lettre avant d'en comprendre le sens n'est pas l'équivalent de mettre en pause un film. C'est un type de rythme qui peut être intégré de plein gré dans certaines BD, et notamment en y intégrant des messages cachés. Et puis on tourne la page, et toujours aussi brutalement, on arrive sur une confusion apportée par les bras gouttières, comme déjà expliqué auparavant, mais aussi par l'ordre de lecture qui est perturbé par l'agencement des cases. Et puis les bras sont de nouveau montrés dès la première case de la page suivante, donc dans la suite directe de notre lecture linéaire, et on ne comprend pas ce qui a amené les bras d'une situation à une autre, toujours aussi soudainement. Cette utilisation des bras comme code graphique extradiégétique va encore renforcer la manière dont le démon, lui-même composé de beaucoup de bras, va habiter les cases, qui deviennent une sorte de prolongement de son corps. Il s'approprie et domine pleinement l'espace de la page. Et malgré toute cette confusion, dans la double page suivante, l'auteur arrive néanmoins à intégrer avec fluidité un flashback via le fond noir net et tranché qui permet d'ensuite repasser sur un fond blanc, mais cette fois dans le monde des humains, sur la personnage du Père Noël. Cette scène sera conclue par la fin du chapitre qui permet une remise à neuf et donc à une nouvelle plongée directe en enfer dès la première page du chapitre suivant. De plus, la première scène en enfer s'était terminée par une longue case située tout en haut de la page, montrant un plan rapproché de Denji qui parle, et ensuite, pour opérer le lien, le retour en enfer commence donc logiquement de la même façon, avec
avec la suite de son monologue. Cette succession de transitions, aidée par la gestion de l'espace, est vraiment joliment faite, très claire et élégante, et d'autant plus remarquable vu la confusion que l'auteur avait installée juste avant. Du coup, après une phrase de Denji pour introduire le chapitre, on revient sur un silence aux actions sans mouvement. Le démon ténèbres est soudainement montré tenant Tolka dans sa main, avec ensuite l'utilisation d'un zoom divisé sur 2 cases qui donne une autre perception sur la distance physique des personnages. Cette utilisation du vis-à-vis pour tromper les distances réelles et en valoriser la symbolique est aussi une mise en scène que Fujimoto semble assez apprécier. Ensuite, toujours de manière aussi soudaine, il déloge la tête de Tolka, et le noir les entourant et les délimitant contribue lui aussi à cette impression d'action de non-mouvement étrange. Et si l'image de décapitation avait été directement juxtaposée aux cases précédentes, on aurait mieux intégré l'idée d'une action continue montrée sur plusieurs cases. Mais ici, on a tourné la page, et le lien d'une action fluide s'opère donc moins bien. On reste dans cette idée de rythme ponctué par de la soudaineté, et des moments saccadés. Aussi, dans cette page, on a de nouveau un jeu de comparaison qui pousse à la confusion. La tête arrachée de Tolka, juxtaposée à un gros plan sur une tête lui ressemblant, peut nous pousser à opérer un lien qui n'a pas vraiment lieu d'être. Ça vient aussi encore davantage marquer le fait que Tolka, corps comme tête, ont soudainement disparu des cases et du bras du démon. À partir d'ici, les personnages sortent de leur stupeur et passent à l'attaque. Du coup, logiquement, les lignes de vitesse et de mouvement réapparaissent. Enfin bref, tout au long de cette confrontation, on restera dans un rythme étrange, d'opérations de liens entre des cases qui n'ont pas lieu d'être, des actions soudaines et téléportées, de représentation de mouvements des corps anormaux. Rentrer dans le détail de chacun de ces moments serait trop long pour vous et trop laborieux pour moi, et vous avez compris l'idée. Même si ce n'est pas la plus solide que j'ai présentée ici, je tenais à tenter d'en parler. Mettre des mots sur notre processus de lecture d'une BD et des impressions que l'on en tire n'est pas le plus évident des exercices, et la part de subjectivité et d'habitude personnelle est assez grande. Après, par exemple, comme ce n'est pas la seule fois du manga que l'auteur utilise le silence ambigu et les raccords étranges pour indiquer une idée de confusion, on pourrait quand même peut-être y voir une réelle intention de l'auteur. Enfin bref, on peut passer à la conclusion. Je dis méchant pour ne pas dire satanique. Satanique. S'ils sont pas reptiliens, sont au moins sataniques. Satanique. Faire tourner le monde grâce à l'usure, c'est un peu satanique. Des fois le coca c'est moins cher que l'eau, c'est un peu satanique. Hey. Dans Chainsaw Man, il cohabite des éléments qui semblent de base s'opposer. On a des personnages qui se veulent détachés et qui ont souvent le regard froid, mais pris dans le trait d'un dessin qui les met à fleur de peau. On a du premier degré touchant et plein d'amour dans un contexte de nihilisme destructeur, du drame mélangé à de la série Z qui tâche. On a aussi la coopération intime de codes extradigétiques et intradigétiques, dont la nature est en fin de compte très proche. Tout reste juste du dessin fixe sur du papier, auquel on va donner sens et vie. On a pu voir dans quel but Fujimoto insiste sur l'existence de l'architecture de ces pages. Et vous l'aurez peut-être déjà compris, mais perso, contrairement à la réputation que l'on donne parfois à cet auteur, je ne pense pas que l'on puisse dire que Fujimoto soit un auteur qui soit dans du méta ou du brisage de quatrième mur. Notamment du fait de cette norme dans la BD, d'être dans ce mélange ambigu de réalité entre codes intra et extradigétiques. Une ambiguïté que Fujimoto ne franchit jamais complètement, grâce au fait qu'il n'explicite jamais la perception réelle qu'ont ses personnages de sa mise en scène, et aussi qu'il justifie son excentricité par sa thématique du surnaturel. Même si tout cela est sur un fil tendu, il n'est jamais tranché en faveur du méta. Si ce type d'analyse de mise en scène vous a plu et que vous êtes fan de Fujimoto, j'ai aussi réalisé une vidéo sur Look Back. Je ferai peut-être encore d'autres vidéos sur ce manga à l'avenir, surtout que le tome 12 sort dans pas trop longtemps. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des points de contradiction à donner, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez me soutenir sur Utip, même d'une simple piécette, pour relativiser le temps de vie que j'ai échangé au démon YouTube pour faire cette vidéo. Mon contrat avec lui me demande aussi de vous rappeler que vous pouvez liker, vous abonner et partager la vidéo. Merci à vous et à bientôt.